Est-on entré dans la phase 3 de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza? La phase 3, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Eh bien, celui qui y répond encore le mieux, c'est justement le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous procédons de manière systématique. Tout d'abord, la phase d'attente, qui est terminée. La deuxième étape, le pilonnage aérien, qui se poursuit en permanence. Et la troisième étape, l'armée israélienne a élargi son entrée terrestre dans la bande de Gaza. En procédant par étapes mesurées et très puissantes, en réalisant des progrès systématiques pas à pas. Et on est justement en direct avec Hélène Bonnet, l'une de nos envoyées spéciaux en Israël. Bonjour à vous Hélène. Justement, vous, ce que vous observez sur le terrain depuis plusieurs jours, vous dit quoi concrètement, militairement, de ce qu'est en train de faire Tsahal? Bien, observer effectivement une évolution des opérations telles que décrites par Benjamin Netanyahou. On est là depuis 3 semaines et on a pu voir qu'au départ, il y avait surtout des bombardements extrêmement lourds, extrêmement importants sur la bande de Gaza. Puis il y a eu petit à petit ces raids menés par des forces spéciales jusqu'à vendredi dernier au moment de cette offensive terrestre. Et on voit bien que ces forces terrestres, elles ont pénétré pleinement, plus en profondeur justement dans la bande de Gaza, avec toujours quand même cet appui aérien. On a pu entendre ces bombardements toujours la nuit dernière et ce matin, toujours des tirs d'artillerie en direction de Gaza City. Ce que l'on apprend aussi par l'armée israélienne, c'est qu'elle a ciblé dans la journée qui s'est écoulée dans la nuit 300 cibles du Hamas. Alors toujours ces positions de missiles anti-tanks qui se trouveraient cachées dans des puits, des complexes militaires qui se trouvent dans les tunnels. Elle affirme aussi avoir tué un dirigeant du Hamas qui aurait participé à l'un des massacres du 7 octobre dans le kibbutz de Erez. Voilà pour le bilan côté israélien. Côté palestinien, le Hamas lui affirme qu'il y a eu des affrontements très durs dans le nord-ouest entre l'armée israélienne et les hommes du Hamas et qu'ils ont réussi à neutraliser certains chars israéliens. Bien sûr, c'est très compliqué de pouvoir vérifier de manière sûre toutes ces affirmations puisque, comme je vous l'expliquais aussi ces jours précédents, le dispositif, la zone militaire qui se trouve tout autour de la bande de Gaza s'est progressivement étendue et ça complique le travail des journalistes pour pouvoir vérifier toutes ces affirmations. Merci beaucoup Hélène Bonnet, merci également à Vincent Wartner qui est à vos côtés. Colonel, quand même, si on suit la simple logique, on a dit que la phase 2, selon Benjamin Netanyahou, c'est celle du pilonnage aérien. Oui. On imagine que c'est ce qui a été entrepris depuis vendredi, c'est assez massif pour être souligné, on parle de 500 frappes par jour quand même, et ça c'est Israël qui le dit. Donc logiquement, si on en est à cette étape-là, ça veut dire que celle qui arrive juste derrière, c'est la fameuse phase 3 d'incursion terrestre conséquente. Oui, concrètement, oui. Alors tout ça donne de la part de Benjamin Netanyahou l'idée qu'il y a quand même un plan préparé de longue date et qui suit son cours. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'improvisation et qu'on a beaucoup tâtonné. En réalité, qu'on a lancé tout de suite une grande campagne de frappe aérienne. En réalité, parce qu'il fallait faire quelque chose et que c'était le moyen le plus rapide et disponible pour le faire, qu'on instaurait un blocus aussi un peu par réaction. Et ensuite, oui, on a commencé à réfléchir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fonction des énormes contraintes qui pèsent sur Israël, entre les otages d'un côté, les réactions internationales de l'autre. Vous ajoutez là-dessus les conseils et la pression américaine. Tout ça pour aboutir effectivement à des opérations terrestres qui sont assez tardives. En 2014, la dernière guerre précédente, il s'était passé 9 jours entre le début de l'opération et enfin le début de la phase aérienne, on va dire, et ensuite l'action terrestre. Là, c'est très long, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes pour Israël, puisque Israël mobilisé ne peut pas rester mobilisé éternellement. On paralyse la vie de la société, donc ils ont un potentiel de 2 mois à peu près pour monter des grandes opérations de grande envergure, ce qui fait que le chrono tourne. Mais on est, oui, maintenant, semble-t-il, rentré dans une opération, dans la phase terrestre, c'est-à-dire la phase de conquête de Gaza, parce qu'il n'y a pas d'autre solution militaire pour détruire autant que possible le Hamas. La particularité, c'est que, malgré tout, elle se fait visiblement de manière assez progressive. Assez méthodique, progressive. Il y a une part de prudence dans cet engagement, mais il y a aussi probablement l'idée de ménager un peu l'escalade, ménager peut-être là aussi encore la possibilité de libérer des otages. Ce soir, justement, on l'a vu
par les actions elles-mêmes de cette opération terrestre, soit peut-être par négociation, soit par tout autre moyen, et en même temps de peut-être tester un peu les réactions internationales vis-à-vis de cette action, de cette montée en puissance qui, je répète, est plutôt progressive. Voilà, avec ce dilemme que je rappelle, c'est que c'est progressif, mais en même temps, il faut des résultats stratégiques, importants, rapidement. Et c'est déjà le cas dans le sens où on voit que certains responsables du Hamas sont eux-mêmes soit éliminés, soit capturés, soit au moins identifiés. En tout cas, les zones où ils se trouvent. Ça reste quand même un résultat superficiel. Bien sûr. François Clémenceau, on parle d'élargir les opérations terrestres. Ça veut dire quoi? Qu'on va les multiplier, qu'on va aller plus loin dans les terres, ou est-ce que c'est simplement qu'on va y rester plus longtemps? C'est souvent les deux. Parce que si vous essayez d'élargir le périmètre des zones qui sont progressivement sous contrôle de l'armée israélienne, on voit que là vous en avez une au nord-ouest et une au centre-est de la bande de Gaza. À partir de là, vous essayez de progresser, et pour progresser, il vous faut du temps. Parce que, précisément, vous ne pouvez pas, après 3 semaines de bombardement aérien, considérer que le territoire vous est acquis. Il faut donc, en fonction des objectifs que vous avez, on les a cités avec le colonel Goya, c'est-à-dire les otages, d'une part, mais aussi l'élimination des terroristes. Et troisièmement, faire le plus possible, évidemment, attention aux vies civiles palestiniennes, ce qui est un énorme défi compte tenu de l'imbrication et du fait que tous les habitants du nord de Gaza ne sont pas partis vers le sud comme cela leur avait été recommandé par l'armée israélienne. Et donc, c'est une sorte de progression géographique et en même temps qui va s'étaler dans le temps parce que il n'y a aucune zone ne peut être laissée de côté sur laquelle on ferait l'impasse. Parce que là, ça veut dire que vous prenez un risque, soit par des regroupements de forces, soit parce que vous avez encore l'histoire des tunnels qui n'est pas résolue, et vous pouvez toujours avoir des forces qui surgissent de tunnels. Donc, vous ne pouvez rien laisser au hasard. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que le Premier ministre israélien refuse l'idée de cesser le feu. D'abord, parce qu'un cessez-le-feu, pour que ça ait une validité et que ça permette notamment aux civils de pouvoir échapper au sort qui leur est promis, eh bien, il faut que ce soit bilatéral. Autrement dit, il faut que ce soit un accord signé par 2 parties. Et il est apparemment totalement hors de question que le gouvernement israélien, l'armée israélienne, signe un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Deuxièmement, vous pouvez avoir à un moment ou à un autre, de la part de l'armée israélienne, une cessation par exemple de l'artillerie, en disant aujourd'hui on ne va pas bombarder Gaza, on va prendre le temps d'examiner quel est notre prochain mouvement. Mais ça ne garantit absolument en rien que pendant ce temps-là, votre adversaire ou votre ennemi, en l'occurrence, ne profite pas de ce temps-là pour pouvoir lui-même se regrouper, agir et préparer des attaques. Donc c'est extrêmement compliqué. Raja Aboudaga, c'est vrai que ce qu'on craint, c'est que cette fameuse 3e phase dans laquelle on serait rentré ou dans laquelle on s'apprête à rentrer, c'est la 3e et la dernière, puisqu'il n'y a pas a priori de 4e phase, mais elle peut durer extrêmement longtemps, ça peut durer des mois. Littéralement. Étant donné que je suis de Gaza, et j'ai vécu toutes les guerres qui sont passées, sauf celle-là, et d'après ma connaissance à l'armée israélienne, qu'elle est en train de réaliser des points d'avancement, c'est-à-dire des postes avancés, c'est les postes de contrôle, et je prévois, et je pense qu'ils vont diviser Gaza au minimum à 4 parties. D'abord, ils vont se positionner au nord et au milieu de la bande de Gaza, là où ils ont essayé l'incursion. Toutes ces incursions jusqu'à maintenant, c'est pour tester la réaction et voir la réaction de force pour savoir, parce qu'ils ne connaissent rien de leur ennemi. Le fait, le 7 octobre, a réalisé un échec au côté israélien. Donc, pour l'instant, pour eux, c'était remise à zéro de tous leurs calculs. Alors, c'est pour cela ils sont en train de faire ces petits avancements. Une fois ici, un retrait, un avancement. Mais sauf que, quand on dit on va déplacer 1 million de Palestiniens, c'est pas possible. Parce que déjà, la surface de Gaza au sud, elle peut pas. Elle peut pas. Déjà, ils ont détruit la plupart de la zone est de la ville de Khan Younes et de Rafah.
Et là, même moi où j'habite là-bas, c'est ma famille, j'ai perdu 45 personnes. Et mes maisons, toutes, ils sont détruites de ma famille. Il m'a visité déjà là-bas, François, et il connaît la place. Et à ce moment-là, Israël, elle a l'habitude quand elle a déjà au moment des incursions, que j'ai vécu déjà des centaines d'incursions israéliennes pour des opérations ponctuelles, soi-disant, ils veulent chercher une telle personne. Ils détruisent tout en rentrant et dans leur sortie, le retrait, ils font une autre route, ils détruisent tout ce qu'il y a devant eux, que ce soit maison ou autre. Alors, à ce moment-là, ils sont en train de réaliser un terrain avec des bombardements très forts pour essayer de toucher les tunnels. Bien sûr. Mais en revanche, on est tous d'accord que Hamas, pour le moment, elle a tout prévoyé cette situation. Donc peut-être leur tunnel se trouve un peu trop profond. Ouais. Deuxième chose, et la plus importante de tout cela, que je pense l'opération terrestre, si on est tous d'accord que Gaza, après le retrait unilatéral de 12 septembre 2005, que Israël, elle a considéré que ce territoire n'appartient pas ni sous contrôle militaire ou sécuritaire ou administratif israélien. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle occupation. Si c'est une occupation, la guerre elle est déclarée, je me permets de dire, contre qui? Contre une organisation, contre un parti, mais celui qui est en train de payer jusqu'à maintenant, c'est le peuple palestinien. Il y a 8300, 90% d'eux, c'est des civils. Parce qu'il y a, par exemple, durant les 24 heures qui sont passées, 308 Palestiniens qui sont tués. 80% parmi ces 308, c'est des femmes et des enfants. Parce que tout simplement, comme si on prend un petit exemple pour que les gens peuvent comprendre. On a un malfaiteur, il s'est réfugié dans une maison. Pour qu'on soit sûr qu'on va l'éliminer, on va détruire cette maison, quelles que soient les conséquences. C'est ce qui se passe à Gaza. Alors jusqu'à maintenant, Hamas n'est pas touché. Sauf si, quand elle a annoncé par leur porte-parole qu'il y a 50 otages tués par les bombardements israéliens, ça veut dire Hamas allait toucher par au minimum 250 personnes de son armée élite. Parce que chaque otage, il est protégé au minimum par 5 personnes. La relève de surveillance et tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Hamas, elle est touchée, mais aussi, la Hamas, elle ne permet pas aux journalistes, même qui sont là-bas, qui sont correspondants pour des médias internationaux, de diffuser ce qu'il fallait faire. Par exemple, comme hier, elle a critiqué énormément la vidéo qui a montré, et pourtant, ça rend à la cause palestinienne, soi-disant, que le char a ciblé cette voiture. Alors Hamas, elle a critiqué, elle disait non, il ne faut pas parler de ça parce que vous allez toucher la force psychologique chez les peuples palestiniens. En revanche, la guerre psychologique, c'est ce qu'il fait en train de faire l'armée israélienne et les deux côtés palestiniens et israéliens. Mais sur le terrain, il y a des massacres, il y a des tragédies.